C'est la dernière audition de la journée où on avait 5 influenceurs présents sur les plateformes numériques et sur TikTok notamment. Donc je rappelle que le choix de ces personnes a été fait notamment suite à une consultation citoyenne qui a été lancée par notre commission d'enquête et suite aux différents signalements que nous avons pu recevoir sur le mail de la commission d'enquête qui est toujours ouvert, lui, commission.tiktok@assemblée-nationale. .fr. Alors, je rappelle aussi que notre commission d'enquête n'est pas un tribunal. Je tiens à le dire, c'est important. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour punir, on est là pour comprendre, utiliser et faire en sorte que nous produisions la meilleure régulation possible. Le but, c'est d'utiliser notamment votre témoignage pour comprendre ce qui peut clocher avec TikTok et plus largement quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau européen pour protéger les mineurs de contenus choquants, en particulier sur TikTok, mais pas simplement. Donc aujourd'hui, c'est donc Monsieur Nasser Sari qui est Nasdaq qui est ici et qui a par ailleurs annoncé ce week-end, il me semble, suspendre ses réseaux sociaux, mais vous aurez l'occasion, monsieur, de nous le rappeler. Auparavant, je vous remercierai dans votre propos introductif de pas plus que 10 minutes. Vous pourrez commencer à nous parler, mais voilà, pas plus de 10 minutes. De déclarer tout lien, tout conflit d'intérêts, donc tout ce qui est lié à vos rémunérations qui viendraient des plateformes, notamment par exemple la part que TikTok peut représenter dans votre rémunération globale, essayer de nous donner ou d'estimer un peu la dimension de ce que ça peut représenter TikTok pour vous en revenus. Et je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est pourquoi je vous invite à allumer votre micro devant vous, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Donc, vous pouvez commencer votre propos liminaire en commençant peut-être par nous expliquer voilà, quelle part TikTok représente dans les revenus que vous pouvez percevoir et voilà, comment ça s'organise tout ça. Bon, bah, écoutez, tout d'abord, merci pour votre invitation. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas facile pour moi de me retrouver devant autant de personnes qui me regardent. Pour répondre à votre question, TikTok, pour moi, en termes de rémunération, c'est rien, quasi rien. J'ai presque jamais touché d'argent. Genre, c'est vraiment... Si je devais donner un pourcentage sur mes autres rémunérations d'autres réseaux, je pense que ça représente 0,1%. Vous pouvez nous donner un peu une idée de comment ça se structure, vos rémunérations Sur TikTok? et sur TikTok et de manière générale, en volume, enfin, Même sur les autres ce que ça plateformes. représente, ouais. Même sur les autres plateformes. Ouais. Qu'on comprenne le modèle économique, en fait. Mais genre, je dois vous donner le salaire de mes autres plateformes. Pas précisément, mais globalement. Je suis ici pour répondre sur une commission sur TikTok. En fait, on fait une commission d'enquête sur TikTok, mais on veut comprendre en fait plus largement le modèle économique des réseaux sociaux et ce qui fait que où est-ce que vous gagnez de l'argent en fait, par quel biais en fait. Moi déjà je suis pas TikToker, même si j'ai plus de 3,7 millions de followers sur TikTok. Moi principalement ma source de revenus elle vient de Snapchat, c'est un autre réseau. Je gagne mon argent là-bas. Et sur TikTok, comme je vous ai dit, j'en gagne très peu. Ensuite, les plateformes comme Instagram, très très peu aussi. Majoritairement, ça vient de Snapchat. Et c'est pour ça que et par quel biais c'est une rémunération à la vue sur Snapchat ou... Oui, à la vue. Ouais. Et aussi dû à mes placements de produits. D'accord. Mais 80% de mes placements de produits aujourd'hui, si ce n'est plus, sont faits de manière... Enfin, c'est gratuit. Je partage beaucoup des commerces de proximité. Sur Snapchat, on a ce qu'on appelle la monétisation. C'est plus on va faire de vues, plus on va faire d'audimat, et plus on va gagner d'argent. Après, permettez-moi de rester transparent sur ça. J'ai le droit. Oui, bien sûr. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, vous êtes libre. Non, mais vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Et sur TikTok, je sais que c'est des vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées. Je suis désolé, je préfère vous prévenir directement. Je ne suis pas du tout un expert de TikTok. J'ai des millions de followers dessus, sur la plateforme, mais je ne suis pas un expert de TikTok. Et sur TikTok, c'est les vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées, ou les lives. Les lives quand des gens font des dons. Et moi, à mon actif, je crois que j'ai qu'une petite soixantaine
de vidéos sur TikTok. J'ai créé un compte, je crois que c'était en 2020, fin 2020. Je pense que voilà, en 4 ans, j'ai fait que... Non, deux vidéos de plus d'une minute. Et j'ai dû lancer peut-être 10 lives. Pour être encore plus transparent, je pense que j'ai pas dépassé la barre des 5 000 € sur TikTok en 5 ans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous dire dans votre propos liminaire ou on passe directement aux questions de Madame la rapporteure? Bah, j'aimerais appuyer sur le fait que je suis un Snapchatter. TikTok, j'y vais plus en tant qu'utilisateur que créateur de contenu. Même moi, je suis victime du succès de TikTok. C'est bien noté. Madame la rapporteure. Micro, merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence. En effet, j'entends bien que vous avez assez peu de contenu, en tout cas que vous ne privilégiez pas TikTok, mais nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est en effet pourquoi vous êtes rendu sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous voyez comme différence sur TikTok par rapport aux autres, notamment dans les contenus qui sont peut-être mis en avant. Vous voyez, on a beaucoup travaillé sur l'algorithme et sur le fait qu'ils mettent... l'algorithme a tendance à mettre en avant des contenus qui peuvent être des contenus un peu chocs, parce que c'est ça qui fonctionne évidemment, qui retient l'attention du public de manière générale et du jeune public. C'est beaucoup d'experts qui nous l'expliquent. Mais vous pourrez, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez tout à fait me répondre là-dessus. Et j'entends aussi qu'il y a peu de contenu de votre part sur TikTok. Pour autant, vous êtes en effet suivi par 3,7 millions de personnes. Et je voulais savoir un petit peu si vous aviez une connaissance de votre communauté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, et particulièrement beaucoup de mineurs, parce que vous savez que notre commission d'enquête, elle se centre vraiment sur les mineurs. Donc, est-ce que vous avez, que ce soit dans les messages qui vous sont envoyés, ou peut-être une façon de savoir s'il y a beaucoup de mineurs dans votre communauté? Vous avez posé énormément de questions. Je vais essayer de m'en souvenir. Ok, d'accord. De base, moi, comme je vous ai dit, j'avais créé un compte, mais j'étais un simple utilisateur et pas un créateur de contenu. Mais c'est quand j'ai vu que toutes mes vidéos sont relayées sur TikTok et qu'elles prenaient des fois même plus d'ampleur que sur mon réseau principal qui est Snapchat, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Écoutez, TikTok, je vais utiliser des termes de créateur de contenu, hein. Pour percer, TikTok c'est un tremplin. Pour booster ses vidéos, TikTok c'est un tremplin. Pour gagner en visibilité et en autorité, ça serait mentir de dire que le réseau principal aujourd'hui, pour avoir plus d'audimat, c'est TikTok. Et sur TikTok, on a ce qu'on appelle des comptes rediff. C'est des comptes qui prennent la création de contenu de plein d'influenceurs, plein de créateurs de contenu, et qui les postent. Et quand je voyais que mes vidéos faisaient des millions de vues à travers ces vidéos, je me suis dit, écoute, je me suis dit, vaut mieux que je me lance, et je me suis lancé. Et ensuite, j'ai obtenu l'assertif. Et voilà, je suis devenu créateur de contenu sur TikTok, mais j'ai posté qu'une 60aine de vidéos. Sur les jeunes, écoutez, je vais être en totale transparence avec vous. Je vais vous dire que je n'ai pas réussi à regarder le nombre de mineurs qui me regardent. En fait, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est Hugo Décrypte dans la même commission qui le dit. Et j'ai regardé quand il est passé. Mais après, oui, ça se voit qu'il y a énormément de jeunes. L'écriture, la manière d'écrire, les commentaires, on voit bien que c'est un gamin de 14 ans ou 15 ans qui a écrit. Chaque fois, merci beaucoup. Et ma question, ce sera donc, est-ce que vous considérez que sachant qu'en effet, il y a probablement beaucoup de mineurs qui vous suivent, et sachant qu'en effet, vous le savez, même des mineurs en dessous de 13 ans, même si 13 ans est normalement l'âge à partir duquel... Non, mais je sais bien que vous n'avez pas le détail, mais on peut supposer, si vous voulez, votre nom, il est beaucoup ressorti dans le questionnaire qu'on a envoyé, l'enquête publique qu'on a lancée, et qui a été, qui a eu beaucoup de succès, et parmi les personnes qui ont répondu, beaucoup de jeunes, et on voit bien que votre nom, il ressort beaucoup, donc sans doute que vous êtes en effet assez connu et donc assez regardé chez les jeunes, parfois chez les très jeunes. Et donc, est-ce que vous considérez que votre contenu, il peut être abordé par des mineurs et par des très jeunes en particulier? Moi, en fait, je ne le vois pas avec des stats. J'ai encore la chance de vivre en France, plus précisément à Perpignan, dans mon quartier à Saint-Jacques, quartier Saint-Jacques. C'est là-bas où je me suis fait connaître, c'est là-bas où j'ai commencé mes vidéos. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis créateur de contenu. Et je vois énormément de familles. Il y a autant de papas et mamans qui prennent des photos avec moi que de jeunes enfants.
je le reconnais. Ensuite, moi, je le vois aussi par rapport à, vous pouvez le voir dans la presse, hein, bien avant cette commission, énormément de jeunes mineurs qui fuguent de leur ville pour venir à Perpignan. J'ai vu des enfants de 10 ans. J'ai vu des enfants de 10 ans, 11 ans, à 2 heures du matin en train d'attendre au quartier Saint-Jacques, en train de dire je veux voir Nasdaq. Ah ben oui, je suis en train de vous le dire. Et j'ai déjà répondu avant à la presse, pas aujourd'hui, mais dans de nombreuses interviews, sur mes réseaux. C'est devenu aussi un fléau pour moi. Vous savez, mon adresse, elle a fuité sur Internet. On a tous les jours entre 200 et 300 personnes qui viennent devant la maison, sans compter les milliers de personnes qui viennent. En effet, moi, quand, en tant que rapporteur, reçu un certain nombre de mails de personnes, alors c'est pas forcément le sujet, c'est un sujet connexe, mais de personnes de votre quartier qui aussi se plaignent des effets collatéraux, on va dire, de ce qui se passe chez vous. Mais donc vous êtes quand même indirectement responsable de ces jeunes qui viennent, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont bien vu que d'autres jeunes auparavant étaient venus et avaient obtenu l'hébergement, de l'argent, une notoriété peut-être. Donc vous êtes quand même responsable de ça. Non, non, non. Oui, je reconnais, je reconnais que j'ai une part de responsabilité, mais il faut voir les vidéos que je fais. Quand moi, un gamin de 10 ans vient au quartier Saint-Jacques, j'appelle de suite, premier réflexe, sa maman. Et quand sa maman me dit, gardez-le avec vous, il vous aime trop. Vous ne pensez pas que les parents ont une part de responsabilité? Écoutez, je vous ai beaucoup écouté, enfin très peu, pour vrai dire, je vous ai pas... Juste là, avant de venir, je vous ai regardé, mais j'ai l'impression qu'on parle très peu des responsabilités des parents. Vous savez, moi, je suis papa aujourd'hui. Ça fait un an que mon fils est né. Je pense que si mon fils, à l'âge de ses 15 ans, il va aller voir une star, une personne influente, je ne le laisserai pas. Je suis tombé, et je le jure, j'ai juré, j'ai fait serment, je ne peux que dire la vérité. Je suis tombé sur des cas par centaines où des parents me disent garde-le. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et oui, j'ai cette part de responsabilité, je filme. Mais il faut voir ensuite la morale. Il y a toujours une morale dans les vidéos. Je dis, je le redis, et vous pouvez aller vérifier. Arrêtez. Ne venez pas. Arrêtez de croire au rêve Nasdaq. Et parmi les personnes, j'ai pris les personnes. Écoutez, je viens d'un quartier, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Laisser une gamine, je ne sais pas moi, de 17, 18 ans, à 3 heures du matin au quartier, sa mère me supplie de l'héberger et demain de lui prendre un train, je le fais. Et j'appelle les parents et je demande si ça peut servir comme exemple. J'ai ce côté généreux-là, avec ou sans réseaux sociaux. Vous savez, moi j'ai commencé, j'étais gardien d'immeuble. Je touchais un peu moins de 1200 € le mois. Et vous pouvez aller demander au sein de mon quartier, je redistribuais déjà mon argent, j'aidais déjà les gens de mon quartier. Mais je ne savais pas en aucun cas que ça allait faire un effet boule de neige. Et c'est pour ça que cette dernière année, j'ai ralenti énormément, énormément sur les vidéos, sur les dons. Je le fais, mais je ne le filme plus. J'ai cette responsabilité, oui, mais derrière mes vidéos, je le dis, arrêtez de venir. Je l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Mais il y a aussi, je suis désolé, mais une responsabilité parentale. Moi, ces gamins, je suis ni leur père ni leur mère. Et si le papa et la maman pensent que c'est normal que leur enfant de 14 ans soit à 600 km de chez eux, qu'il ait fraudé le train, ça aussi c'est alarmant. Et eux aussi ont leur responsabilité. Alors, c'est peut-être l'histoire dans l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont des jeunes de foyer, donc qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ça leur fait genre une espèce de double peine, de double désillusion, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois dû subir des choses, de la part de leurs parents, et ensuite se retrouvent à être aérés dans les rues et dans votre quartier pour essayer peut-être d'obtenir quelque chose. Ça reste quand même un vrai sujet problématique, et donc vous en avez conscience. Mais qu'est-ce que vous faites? Si d'une main vous dites qu'en effet c'est pas bien, qu'ils doivent pas devenir, mais de l'autre vous continuez à alimenter cette espèce d'espoir, on voit bien que c'est peine. Non mais, madame, je ne vais pas arrêter de vivre. Je ne vais pas arrêter de créer du contenu. Écoutez, moi, j'ai une responsabilité, je l'assume pleinement. Je demande, et je vous l'ai dit, je prends parole devant des millions de personnes. Vous savez, je ne m'en vante pas en toute modestie, en 1 heure, je tourne entre 2 et 3 millions de vues sur Snapchat. Je peux vous le montrer. Et devant ces millions de personnes qui me regardent, je reçois aussi énormément de vagues d'insultes. Quand tu veux plus aider, t'as changé Nasdaq, je reçois une vague d'harcèlement.
Mais je m'en fous. Je fais, je dis. Et à Perpignan, il y a même une équipe d'amis qui m'entoure. Appelle la police. Appelle la police. Quand il y a des jeunes qui viennent, la police me disent, Nas, est-ce qu'ils me montrent des photos? Je leur dis, ouais, il était là ce matin. Mais c'est pas pour autant que je vais. Écoutez, avant que ça devienne un fléau, je le faisais déjà. J'aime aider, en toute modestie, je suis généreux. Je vous l'ai dit, j'ai ralenti. Entre il y a 3 ans et cette dernière année-là, j'ai peut-être ralenti à 80-90%. Et c'est pour ça que je me suis même isolé dans une villa. Mais j'ai fait. Aujourd'hui, vous me dire que je le condamne, mais je continue. Non, je le condamne et je ralentis. Mais je ne peux pas m'arrêter. Dans ce cas-là, sinon on accuse tout le monde de tout. Je suis désolé, j'ai fait des choses, j'ai fait de la prévention. J'ai demandé d'arrêter. Ce qui se passe à Perpignan, avec la police, etc., limite, on les aide des fois à récupérer ces mêmes jeunes. Avant de laisser en effet la place. Oui. Je peux revenir. Et sur les jeunes, c'est vrai qu'il me fait bien de me faire penser, les jeunes de foyer, ça, ça représente beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Écoutez, je ne suis pas un expert en tout ce qui est éducation nationale, les jeunes, foyers, etc. Mais j'entends des témoignages venant de ces jeunes. Est-ce que c'est normal que ces mêmes jeunes-là fuguent, quitte à dormir dehors pour venir voir Nasdaq, pour plus se sentir en sécurité des fois que dans certains foyers? C'est peut-être pas une autre question que là qu'il faut soulever. J'ai vu par des vidéos, j'ai entendu des témoignages de ces jeunes-là. Nas, on ne veut pas dormir chez toi. On veut juste être en sécurité dans ton quartier, s'il te plaît. Et j'ai fait serment. J'ai porté serment là, il y a quelques minutes en arrière. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Il y a aussi cette responsabilité de l'État. Non? Bien répondre. Oui, non, mais alors pour le coup, je connais très bien ce sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une commission d'enquête qui s'est tenue juste avant et que je présidais. Donc le sujet, en effet, n'est pas d'évincer des problématiques que notre pays traverse. Et évidemment, l'aide sociale à l'enfance, c'est un vrai sujet. C'est une politique qui aujourd'hui mérite beaucoup plus de moyens qu'elle n'en a aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Enfin, j'allais dire, vous rajoutez de la misère à la misère, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas leurs problèmes à ces jeunes-là. Et puis alors, attendez, je vous laisse réagir à ça, et ensuite, puis après, je laisserai la parole à mes collègues députés. Mais ma question, c'est ensuite par rapport à ce que vous pouvez expliquer vos propos tenus récemment sur le fait que vous alliez quitter les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez ensuite nous en dire un peu plus sur les motivations? Je rajoute de la misère. Non, ça, je ne peux pas vous laisser le dire. Ça, c'est pas vrai. Sortez-moi une seule vidéo, où j'ai demandé à ces jeunes de venir. Sortez-moi une centaine de vidéos où j'ai demandé à ces mêmes jeunes, d'arrêter de venir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? On peut collaborer ensemble. On peut même, si vous voulez, travailler ensemble. Et dites-moi, vous, ce que je dois faire. Mais non, mais là, c'est moi aussi, je vous pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire quoi de plus? Mais dites-moi, parce que c'est bien facile de m'accuser de rajouter de la misère sur de la misère, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Prendre parole. Dans des cas où j'aide la police, des fois même vous savez, mais il y a une réalité de terrain. Vous pouvez pas, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne leur ai jamais demandé de venir. Oui, non. Mais c'est pas parce que non, mais attendez. C'est pas parce que j'aime. Vous savez, il y a des clips de rap, il y a des films, il y a tout type d'art. D'accord? C'est pas parce que je vois que. Enfin, on va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy, dans le film Intouchable, il aidait une personne que je vais aller camper devant chez lui. Ah, mais faut. Non, mais dans ce cas-là, non, mais je vous ai prévenu, on va tomber dans la bêtise. Mais non, mais qu'est-ce qu'en fait, vous êtes en train de me demander à moi, créateur de contenu, d'arrêter mon quartier, car ça donne envie à d'autres jeunes sous la responsabilité de l'État de venir. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui. Du coup, je n'exerce plus mon métier. Du coup, je ne crée plus de contenu. Du coup, vous me dictez ce que je dois créer comme contenu. Ah non, Nazas, tu ne dois pas aider ces jeunes-là parce que ça fait un appel d'air, tout le monde vient, ça crée un effet de boule de neige. Je fais de la prévention. Je demande à ces jeunes de ne pas venir. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas m'arrêter de vivre. Et
l'année dernière, au mois de juin, pareil, identique, j'avais fait une pause de... Vous savez, moi, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés avant moi. Et vous savez, nous aussi, mentalement, c'est très dur pour nous aussi. Je sais que beaucoup sur Internet vont rigoler, vont dire non mais... Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à maîtriser. Je le reconnais, hein. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Cette décision auprès de mon équipe, elle est déjà prise, ça fait 3 mois. Avant même que je sache, parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup disaient que j'arrêtais parce que j'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête. C'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Et aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et je vais vous demander de vraiment... Nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. TikTok, vous savez, ils ont un algorithme qui est juste incroyable, tout comme les autres plateformes. Vous savez, la santé mentale d'un créateur de contenu dépend aussi beaucoup de son taux d'audience, son nombre de vues. C'est cette course aux vues, cette course à l'audimat, cette course au buzz. Je pense que vous avez déjà tous entendu le terme buzz. La pression, oui. Qui nous pousse des fois, nous, créateurs de contenu, à poster des choses sans même en être conscient, vous voyez. Je ne me dédouane pas du contenu que j'ai pu poster ou ceux de mes collègues créateurs de contenu, mais on a cette certaine forme de pression. Et aujourd'hui, le métier de créateur de contenu, c'est un métier. C'est un métier. Qui m'a formé à moi à être connu, à avoir des millions de personnes qui me regardent tous les jours, savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je ne me dédouane pas, je suis responsable de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Mais si, à 7 ans en arrière, on m'aurait dit oui, Nasser, un jour, tout le monde t'appellera Nasdaq, ton nom de scène, ta vie changera et des milliers de jeunes et de familles viendront te voir, certains viendront tatouer avec Nasdaq sur le bras. Je ne l'aurais jamais cru. Personne ne m'a formé à ça. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, je ne sais pas si j'arrête totalement, définitivement, mais c'est une décision sage. Et quand j'arrête, là, j'arrête pour peut-être 1, 2 ans, 3 ans, je ne reviendrai pas avant. Ça, c'est sûr. Je perds énormément d'argent. Plus on est actif sur les réseaux, plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Bah, après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça ne vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, Quelques centaines. ouais, Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et puis j'ai vu à l'extérieur et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés. Il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font uniquement Non, mais de la c'est pas un dépose. défaut, c'est pas un Non, mais défaut, c'est pas une accusation. je vous annonce, comme ça vous saurez. Voilà, il y a, Je l'ai vu, j'ai posé la question il et y a on une m'a dit que dizaine c'était de vraiment vos chauffeurs chauffeurs. pour l'Assemblée nationale, mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs individuels. Désolé. Mais aujourd'hui, Par contre, on va passer la parole, sauf si vous vouliez dire une dernière chose avant qu'on mais non, passe aux sur ma collègues. pause, j'ai vraiment besoin de prendre du recul, chose que je n'ai pas encore réellement fait, et de savoir ce que je veux et ce que je veux représenter. Au début, Nasdaq, c'était un surnom, mais ça restait quand même moi. Aujourd'hui, Nasdaq, c'est devenu un personnage. Très vite, les créateurs de contenu, on ne sait même plus ce qu'on veut, ce qu'on représente. Et c'est vrai, on tombe dans une tourmente. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Ben, vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant pour mais moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, Ah, d'accord? autant pour moi, Voilà. autant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, sans faire. Autant pour moi. Alors, j'avais une demande de Monsieur Dewa. Oui, bonjour tout le monde, chers collègues, bonjour à l'équipe. Juste simplement pour revenir déjà dans un premier temps sur ce que vous évoquiez il y a quelques minutes
sur les responsabilités, notamment des parents. Moi, j'en disconviens pas. Bien évidemment, les parents sont aussi les premiers responsables dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, il y a la société et notamment l'éducation nationale, l'ASE, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cela étant dit, en raison notamment de la viralité de vos réseaux sociaux, je pense que, en quelque sorte, comme me disait un médecin, on peut parfois, à travers un certain nombre de médicaments, être le poison et l'antidote à la fois. Donc je pense qu'il est quand même important de remettre les choses dans leur bon sens et dans leur contexte. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené le 23 avril dernier à saisir l'ARCOM sur différents sujets, et non pas... sur différents sujets, notamment plusieurs publications dans vos contenus. Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur Snap, avec plus de 9 millions d'abonnés. Et vos vidéos sont massivement relayées, notamment sur TikTok. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, parfois même très précaires. À ce titre, votre rôle dépasse largement celui d'un simple divertisseur. Vous êtes devenu une figure d'identification pour toute une génération qui vous observe, vous imite parfois et vous crédite d'une forme d'autorité. À vos débuts notamment, puisque certains de mes collaborateurs notamment vous suivaient, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, vos contenus visaient à montrer une image positive et festive de votre quartier que vous avez cité tout à l'heure, contribuant à redonner notamment de la visibilité à des territoires trop souvent stigmatisés. Mais force est de constater que votre ligne éditoriale a profondément évolué avec le temps. Aujourd'hui, votre production repose de plus en plus sur une mise en scène assez violente, qu'elle soit physique, psychologique ou symbolique. On y voit des personnes souvent vulnérables, filmées dans des situations de mise en concurrence assez dégradantes, de mots-clés répétés, d'encouragement à des comportements parfois même discriminatoires et misogynes. Et j'en ai même été, puisque j'en avais vu un et j'ai été particulièrement heurté par celui-ci, et certaines d'entre elles semblent psychologiquement fragiles, socialement dépendantes, voire financièrement sous emprise. Et là, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur l'ASE également. Vous avez raison, l'État est le pire parent des jeunes et des enfants, notamment placés à l'ASE. Ça, c'est une réalité, personne n'en disconvient. Et Madame la Présidente l'évoquait tout à l'heure. Cela étant dit, comme je disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en quelque sorte aussi parfois dans cette position du poison et de l'antidote. Dans le contexte en question, puisqu'on me presse un peu, permettez-moi de vous poser quand même 2-3 questions. Avez-vous conscience, justement, et vous l'avez dit aussi, de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse ? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent justement à façonner parfois durablement leur rapport aux autres, notamment à la violence à l'égard des femmes, de la réussite sociale, etc. Et au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété et de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre. Vous avez parlé énormément longtemps. Et là, alors, est-ce que vous pouvez résumer vos questions en 10 ? Mes questions, c'était: avez-vous conscience de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent à façonner parfois durablement les rapports aux autres, à la violence, aux femmes, à la réussite sociale? Et enfin, au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété ou de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? Je vais essayer de répondre à vos questions une par une. Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité de mon influence envers les jeunes, mais vous dites que je suis très suivi par les jeunes, mais il me faudrait des chiffres. Vous en avez? Par les mineurs. Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que c'est bien beau de tenir des beaux discours, mais est-ce que vous avez des chiffres? Moi, j'en ai. Sur Snapchat, mon réseau principal, à plus de 87%, c'est des majeurs. Et ma plus grosse communauté, c'est les 25-36 ans. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici. C'est en direct. Et moi, écoutez, quand je crée mon contenu, aujourd'hui, dehors, il y a eu ce fléau de pas que de jeunes. Ce n'est pas une majorité.
J'ai énormément de personnes qui viennent sur Perpignan pour voir Nasdaq. C'est très difficile pour moi aujourd'hui d'être une personne normale, entre guillemets, et de pouvoir exercer mon métier à l'extérieur de cette maison-là. Du coup, je suis enfermé avec des amis à moi et on crée du contenu. Que ça plaise ou que ça en déplaise, que ça déplaise, je le comprends. Mais il faut savoir que toutes les vidéos sont... C'est vraiment fait pour divertir les gens. Divertir les gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est regardé par autant de millions de personnes. Certains, comme vous dites, me critiquent, et critiquent ma manière de faire, mais combien y adhèrent? Je pense que bien plus. En toute modestie, bien plus. Et j'ai tellement conscience que ça fait 3 mois que j'ai pris la décision de prendre une pause. Peut-être que je vais revenir, peut-être pas sur les réseaux. Et surtout, si un jour, comme j'ai dit à mes équipes, si un jour je reviens, en toute honnêteté, j'ai dit si un jour je reviens sur les réseaux, je veux clairement changer de terre. Aujourd'hui, comme c'est vous dire, hein, je suis devenu peut-être aussi un symbole. Et même moi, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la santé mentale des créateurs de contenu, peut-être que même moi, je me suis perdu sur ce que je représentais et aujourd'hui ce que je propose. Alors, j'avais plusieurs demandes. Monsieur Sauter. Merci monsieur. Vous vous qualifiez vous-même de créateur de contenu et donc c'est bien vous-même qui avez fait ce choix de métier de devenir créateur de contenu. Vous avez évoqué le partage à votre insu, de manière délibérée, de vos créations de contenu que vous faites sur Snapchat, sur d'autres plateformes. Moi, j'aurais souhaité savoir, est-ce que vous avez été en mesure de chiffrer ce nombre de partages de votre création de contenu à ce niveau-là? Vous évoquez également le fait que vous mettez, que vous devenez un personnage de scène au fil des années de votre exercice de créateur de contenu. Depuis 7 ans, si j'ai bien compris, où vous créez du contenu sur les différentes plateformes. À quel moment vous êtes-vous rendu compte de l'impact que vous pouvez avoir auprès des jeunes? Je ne parle pas des mineurs parce que je parle auprès des jeunes dans leur globalité. Et avez-vous pris conscience avez-vous une prise de conscience suite à cet impact et avez-vous essayé de changer de contenu ou de changer de propos par rapport à l'impact que vous pouviez avoir chez les jeunes? Juste, désolé, votre première question, vous pouvez la répéter s'il vous plaît? Ma première question vient sur vos contenus qui sont partagés sur la plateforme TikTok. Vous avez indiqué que c'était des contenus que vous créez sur Snapchat, si je ne dis pas d'erreur là-dessus, et qui sont partagés à votre insu là-dessus. Et j'aurais souhaité avoir vos éclaircissements sur ces partages à votre insu sur Snapchat et TikTok. Sur TikTok, il y a des comptes qu'on appelle des comptes rediff. C'est des comptes qui rediffusent, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas que mes vidéos à moi, hein, mais toute vidéo virale en fait. Ou même un petit créateur de contenu qui fait peut-être que 5000 vues, il peut voir sa vidéo être prise, être screenée, faire une capture d'écran. Ils font en fait une capture d'écran de notre contenu et ils le repostent directement sur leur compte à eux. Tout simplement. Monsieur, si vous êtes donc créateur de contenu, vous présentez comme vous mettez vous-même en scène sur cette création de contenu, c'est donc de pillage de contenu de la part de TikTok, c'est un vol de votre création artistique. Je ne sais pas si je qualifierais ça comme un vol, mais aujourd'hui c'est devenu normal. Aujourd'hui sur TikTok c'est devenu normal qu'il y ait des comptes rediff. Il y en a par milliers, hein, pas par centaines, c'est des milliers de comptes qui n'ont ni nom, ni prénom, ni tête. Ils n'ont pas d'identité. Ils s'appellent juste compte rediff ou rediff exclu et qui vont tout reprendre. Ils vont reprendre les vidéos de Nasdaq, ils vont reprendre, je sais pas moi, les vidéos d'autres créateurs de contenu. Et si ouais, vous qualifiez ça de vol, bah... Après, ils m'ont pas demandé la permission. Ça, c'est vrai. Et ils le repostent directement sur TikTok. Et c'est vrai. Aussi, il y a aussi les fins comptes Nasdaq. Il y a énormément d'usurpation d'identité. Mais ça, c'est pas que sur TikTok, c'est un peu de partout. Sur tous les réseaux. Merci. J'avais Madame Jeuneté à distance. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président.
Monsieur, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. J'ai entendu dans vos propos d'abord une grande compréhension de mécanismes de fonctionnement des algorithmes des différentes plateformes. Vous avez exprimé une sensibilité à l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes. Vous avez même émis une forme de critique très policée, mais critique quand même vis-à-vis des parents dans l'utilisation que ces jeunes font de ces contenus. Donc j'ai bien senti, me semble-t-il, que vous aviez quand même quelques réserves, que vous comprenez l'impact de ces contenus et vous avez exprimé, moi, il me semble-t-il, quelques réserves justement sur l'impact de ces contenus. Alors ma question est très simple, puisque vous êtes créateur de contenu et que vous maîtrisez très très bien ces contenus, ces plateformes, pardon, quelles sont les recommandations que vous, créateur de contenu, feriez pour limiter les effets négatifs d'une plateforme comme TikTok sur des mineurs? C'est le thème exactement de notre commission d'enquête. Donc, quelles sont les recommandations que vous, créateurs de contenu, souhaiteriez faire? Je ne parle pas des parents, vous les avez évoqués. Hein. Au-delà des parents, on n'est pas sur les parents, sur le reste. Merci. Écoutez, merci pour votre question, mais c'est très compliqué d'y répondre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un impact. Oui, il y a un impact sur la santé mentale des jeunes, et pas que des jeunes aussi, des personnes plus âgées, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Mais malheureusement, je n'ai pas cette baguette magique et je n'ai pas cette solution miracle. La vraie question, la vraie question qu'on doit se poser, c'est pas un peu trop tard. C'est une vraie question qu'on doit se poser. C'est TikTok, ça fait, je crois, plusieurs années là, qui sont. Enfin, TikTok, c'est l'application la plus utilisée dans le monde. Et ça fait plusieurs années qu'elle l'est. C'est bien de réagir. Mais écoutez, il y a des solutions. Limiter le nombre d'heures, mais comment faire? Je ne fais pas votre métier. Et malheureusement, voilà, vous avez l'honneur d'être député ou d'autres, représentant de l'État. Mais c'est un problème bien. Je peux finir? TikTok, en gros, ça a pris une ampleur tellement grande. Je vous le dis, bon courage à vous. Si vous devez prendre des mesures, ça va pas être facile. Après, nous, créateurs de contenu, on a aussi notre part de responsabilité parce que nous, je vous le dis en toute honnêteté, notre objectif quand on fait une vidéo, c'est qu'elle soit regardée. Euh, Voilà. Moi, après, j'ai pris plusieurs mesures, mais sur Twitch, moi, je fais pas de live sur TikTok. J'en ai fait très, très rarement. Mais je me suis lancé sur les lives Twitch et je n'ai jamais lancé de live ou très rarement de live avant minuit pour faire en sorte qu'un maximum de mineurs puissent me regarder. Et ça, c'est vérifiable. Et voilà. Major. C'est bon, vous avez répondu. Ok. Monsieur Vermorel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sarri, vous avez le devoir de signaler tout conflit d'intérêts à cette commission. Et donc moi, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'il y a des députés ici que vous connaissez? Et si oui, quels sont les liens qui vous unissent avec eux? Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, des députés que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels? Et comment vous les connaissez? Et après, la deuxième question, j'aurais une deuxième question à vous poser sur le fond. Des députés que je connais, je vous ai vu à la télé. Mais est-ce que ça veut dire que je le connais? Je connais Monsieur Delogu. Je l'ai vu à la télé aussi. Et après, attendez, laissez-moi regarder tous les visages. Non. Enfin, non. Non. Et pourquoi? On a été plusieurs, en tout cas moi je l'ai vu, à voir Monsieur Delogu vous orienter votre réponse sur les revenus tout au début, qui étaient les vôtres dans le cadre des réseaux sociaux. D'accord, mais donc c'était surprenant parce que nous-mêmes portons rarement, enfin voilà, avons rarement voilà une attention directe à l'égard d'un auditionné. Donc c'est pour cette raison, je pense. Bon, je suis désolé, je suis président de cette commission, on va reprendre le contrôle. Monsieur Vermorel, vous aviez une deuxième question. J'ai une deuxième question à vous poser. On dit de vous que vous êtes le Robin des Bois digital, et que donc vous avez redistribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs? Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non, mais c'est quoi, c'est que... Alors,
sur Mais le. monsieur, là, C'est que mais monsieur attendez, Vermeulen, vous pourriez attendez, je vais préciser vous pourquoi relire la commission, là, parce que Excusez-moi, là, excusez-moi. c'est Je vais demander de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Non, mais donne-moi le papier, donne-moi le papier, s'il te plaît. Que vous pouvez être plus précis. Pardon. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission Ça, c'est d'enquête. sûr, oui. Et comme par ailleurs, on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis de rémunérer des partis Voilà. politiques. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être une information qui m'a échappé. Permettez-moi, voilà. mais je pensais qu'en arrivant ici, on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Enfin, non, mais on a l'Assemblée nationale, c'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part. Vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire. On part sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Mais excusez-moi, j'ironise. Hein, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Non. Et on bref, va revenir à la question sérieux, et répondez à la. Donc, bon, sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique, on l'a compris. Sur la première question, c'était de savoir si vous aviez donné de l'argent à des mineurs. Pour revenir sur... désolé, mais parce que je suis un peu choqué de la question. Je vous le dis clairement, je ne connais pas votre nom, désolé. Je peux terminer? Monsieur va répondre sur les mineurs et après vous pourrez éventuellement rebondir, mais très rapidement parce que je veux pas que ça tourne sur non, mais voilà, comme je dis, moi je suis étonné. Vous répondez sur les mineurs, non, vous mais avez non, dit mais que vous je n'avez vais pas quand même d'intention répondre. politique. Non, mais parce que c'est quand même grave la question qu'il a pu poser. Mais, je veux dire, vous avez répondu. J'ai mon droit de réponse. Vous avez pu répondre. J'ai accordé une interview où on m'a posé la question, est-ce que des convictions politiques, pour moi, est-ce que j'en ai? J'ai dit que je ferais tout pour aider mon quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique, je le ferai, quitte à être éboueur. Et je ne vois pas, et je le répète, vous êtes le président de cette commission, mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier, les faire nettoyer les rues, repeindre les murs remplis de tags et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort et de les rémunérer 5 euros, 10 euros, 20 euros, grand max 50 euros. C'est vraiment des actions sociales que j'ai menées au sein de mon quartier. Parce que oui, la population là-bas se sent totalement délaissée. Totalement délaissée. On est des milliers d'habitants à Saint-Jacques. Et oui, par des actions sociales comme celles que je vous ai décrites, j'ai pu aider des jeunes. Tu nettoies le quartier, je te donne un billet de 50 euros ou de 20 euros. Oui, petit, tu n'as pas besoin de vendre de drogue. Oui, petit, tu n'es pas né, et c'est pas parce que tu as grandi dans un quartier que tu dois vendre de la drogue. Non. Il existe d'autres moyens. Vous savez, moi, les jeunes, les mineurs, les jeunes, excusez-moi du terme, mais vraiment, excusez-moi, qu'il y en a un devant moi, dans mon quartier, qui oserait insulter la France. Il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi le terrain. Et j'y suis. On va redonner la parole pour un rebond, monsieur Vermeulen, mais on ne met pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas pour remettre une pièce dans la machine. Je rappelle juste le cadre, Monsieur le Président. On est dans une commission d'enquête dont je suis membre. Il semble que les députés ont quand même le droit de poser des questions. Oui, non, mais il et faut aussi passer la parole aux collègues et on arrive à la fin. Donc je vous demande je termine de juste. pas... Vous me laissez 30 secondes et je termine en 30 secondes. Je dis juste que je posais une question et que la personne qui était convoquée dans cette commission d'enquête était libre ou non de répondre à cette question, mais que j'étais dans mes droits de pouvoir le faire et je vous demande, Monsieur le Président, de pouvoir garantir mes droits de parlementaire. Voilà, c'est ce que j'ai... Et si cette question ne posait aucun Je problème... ne crois pas y avoir fait obstacle, voilà, cher collègue. Je vous remercie, Monsieur le Président. Non, mais poser des questions sur une assemblée, sur une commission TikTok, vous me posez des questions mais totalement hors sujet, mais comprenez-le. Vous en êtes membre, vous avez vous aussi des responsabilités. Monsieur Vermeulen, et il y a vos collègues qui attendent pour poser des questions utiles à TikTok et utiles à la santé mentale des jeunes. Je vais vous demander d'arrêter et on va passer à la personne suivante. J'avais Madame Balage qui avait demandé la parole il y a très longtemps. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure.
Mes chers collègues, Monsieur Sarri, tout d'abord, vous avez voulu minimiser l'incidence de deux choses. Tout d'abord, l'incidence du réseau TikTok sur vos revenus, mais vous avez oublié de mentionner le fait que TikTok vous sert à capter du public sur Snapchat et par ailleurs que votre compte TikTok est relié à votre compte Snapchat et également à vos lives Twitch. Ça, c'est la première chose que vous avez voulu minimiser. Ensuite, vous nous avez indiqué que vous publiez du contenu parfois sans prendre conscience de ce que vous publiez, que vous n'êtes pas accompagné. Pourtant, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par des avocats, comme vous le faites aujourd'hui, et c'est votre droit, et c'est peut-être même votre responsabilité en tant que personne qui produit du contenu. Alors, depuis plusieurs années, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux, captivant plusieurs millions d'abonnés, comme le ferait une série télé avec des personnages, des intrigues, des rebondissements. Cependant, contrairement à une série télé, vous jouez avec la frontière entre la réalité et la fiction, parfois en brouillant un peu les limites entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez souvent mis en scène des relations amoureuses, réelles ou supposées, dans votre villa, impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Si c'est le cas, entendons-nous bien, nous sommes là alors confrontés à des actes souvent pénalement répréhensibles, tels que des menaces au couteau, des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux. Par ailleurs, il est essentiel de considérer les effets psychologiques sur les mineurs exposés à ce contenu, qui peuvent subir des influences néfastes, une normalisation de comportements inappropriés, une perturbation de leur compréhension des relations saines et de la réalité. Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux, le manque de transparence de votre démarche et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Et dans ce cas, il faudrait modérer ou classifier votre contenu pour l'empêcher d'atteindre un jeune public. Ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement répréhensibles. Elle n'est pas floue, ma question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mis en scène? Merci pour votre question. Tout d'abord, vous avez dit que j'ai minimisé mon impact sur TikTok, sur mes revenus. Je peux le prouver. Je peux le prouver. J'ai touché moins de 5 000 euros. Sur TikTok, je peux vous le prouver. En quoi j'ai minimisé? Et pour revenir sur Madame L, c'est ce que vous avez dit? Je ne connais pas, c'est qui? Vous pouvez couper. Là, qui a été accusée d'être... Non, pas Léa, là c'est moi. Leïla, qui a été accusée, ou en tout cas, c'est un personnage, c'est Leyna, Leyna. Mais je ne voulais pas citer son nom parce que ma question, elle ne pose pas sur cet épisode, elle ne repose en réalité que sur une chose, est-ce que vos contenus sont réels ou est-ce qu'il s'agit de mise en scène? S'ils sont réels, il y a des actes pénalement répréhensibles qui sont à l'intérieur. Si c'est mis en scène, alors vous devez la transparence de votre démarche, non seulement à votre communauté, mais aussi aux plateformes de contenu. Juste avant votre question, vous m'avez accusé, moi et des amis à moi, d'avoir mis en scène, d'avoir dit à Leyna, tu as fait semblant d'être... Enfin, nous, on lui a supposé qu'elle était enceinte, c'est ça? J'ai pas compris. C'est elle-même qui est venue. Vous savez, elle, j'ai un droit à l'image, j'ai sa grand-mère qui est sa tutelle. J'ai le droit de la filmer comme elle a le droit de me filmer. Et c'est elle-même qui est venue avec des tests de grossesse et qui est venue et qui a dit « Oui, Nasser, je suis enceinte. » À 16 ans, à 17 ans ou... Oui, elle nous avait menti. Ce qui avait fait scandale aussi sur les réseaux. Non, mais je réponds à votre accusation. Comment? Allez-y, finissez de répondre. Écoutez, moi, quand on vit en communauté, vous voyez, on vit en communauté, on est peut-être des fois une dizaine, peut-être des fois une quinzaine. Et c'est un grand mot de... Des fois, mettre en scène, c'est tirer. En fait, mon contenu, je vais le tirer. Vous voyez? Et là, je ne suis pas dans un tribunal, je suis dans une commission d'enquête sur TikTok. Mais encore une fois, on en revient à mon contenu Snapchat. Encore une fois. Et
Il y a des choses qui sont mises en scène, oui, et d'autres choses réelles. Comme quand j'aide les jeunes de mon quartier, je le fais de tout cœur. Toute personne. Parce que je crois qu'il n'y a eu que Leïna. Ensuite, les autres mineurs, c'est des jeunes de mon quartier. Et dans mon quartier, on est une grande famille. À part Leïna, on peut me citer très peu de mineurs. Ils sont tous majeurs, vaccinés et conscients d'être chez moi. Et ils savent pourquoi ils sont venus. Et ils savent ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, Leïna, elle est très contente. Elle a plus de, je crois, 1 demi-million de followers sur TikTok. Elle qui, vous savez, quand elle est arrivée chez moi, Leïna, pour vous répondre, elle était sans domicile. Elle n'avait même pas le domicile. Ouais, mais je vous ai répondu. Il y a des, vous m'avez demandé si c'était la réalité ou si c'était mise en scène. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Sur Djibril, il se chahute vraiment. Ah oui, non, mais je ne vous parle pas de cette scène-là, je vous parle au quotidien, au quotidien. Et je savais que dans cette commission, on allait me ressortir cette scène-là qui a beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, les députés passent beaucoup de temps sur Twitter à regarder les vidéos de certains internautes. Cette scène-là, oui, elle a été surjouée, je vous le dis clairement. Beaucoup sur Internet diront que j'ai dit ça pour défendre Djibril. D'autres diront, ouais, il essaye de cacher la vérité. Non, à l'heure actuelle, Djibril et Inès sont ensemble. Et il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Je sais quand même ce que je fais, je suis quand même responsable de mon contenu, et je ne vais pas m'envoyer à l'abattoir. Ok. Madame Balache, c'est bon, vous aviez eu votre réponse. Monsieur Vogetta, et après Monsieur Nuret. Merci. Monsieur Sarri, ouais, je suis ici. Non. Merci d'être ici et de répondre à nos questions. Effectivement, ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est de comprendre les mécaniques. Et je vous suis pas, je vous connais pas. Alors, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Sarri, pas de dénigrement. Vous écoutez les questions des parlementaires. Je vous demande, s'il vous plaît. Alors, monsieur Sarri, je ne vous connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'avoue que je ne vous ai jamais vu sur les réseaux. Mais en revanche, en vous écoutant aujourd'hui, on sent que vous comprenez que vous avez une influence certaine sur les mineurs en particulier, puisqu'on en a parlé en particulier au début de votre intervention. Donc, ma première question, c'est si vous aviez la capacité, en appuyant sur un bouton, d'exclure de votre audience les mineurs qui ont moins un âge déterminé, 13 ans, 15 ans, 18 ans, est-ce que vous le feriez et quel âge serait le bon âge pour vous à partir duquel une personne devrait pouvoir regarder vos contenus? Première question. Deuxième question, sur les placements de produits, on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie de vos revenus, j'imagine. Et j'ai vu par contre passer notamment une association de victimes de l'influence qui dit que parfois dans le passé, vous avez pu avoir certains placements de produits qui étaient problématiques, avec notamment des maillots de foot Ligue des Champions 2025 qui n'auraient pas été arrivés. Est-ce que vous êtes conscient éventuellement de certains problèmes avec des placements de produits que vous avez pu faire dans le passé? D'accord. Est-ce que vous êtes conscient de ces problèmes? Est-ce que vous connaissez les termes de la loi influenceur qui veut protéger les consommateurs? Et est-ce que vous l'appliquez au quotidien de vos placements de produits? Donc, c'est deux questions. Merci. Un âge parfait pour moi, pour mon Ojima, c'est tellement vaste. Minimum. C'est même pas que pour regarder mon contenu, mais même pour avoir des applications telles que Snapchat, TikTok, YouTube, parce qu'on retrouve de tout partout, dans n'importe quelle plateforme. Mais je dirais un âge minimum, déjà juste pour avoir TikTok, je me baserais sur 14 ans. 14 ans. En tout cas, moi, je vous parle de moi, mon fils. Moi, mon fils, je sais que peut-être après ses 15 ans, il pourra utiliser TikTok, mais pas avant. Après, peut-être que je ne suis pas encore un bon papa, il n'a qu'un an. Mais c'est vrai que si on parle de ma vie privée, j'ai un enfant, c'est un parfait exemple. Je ne le laisserai pas. Parce qu'après, il ne faut pas punir tous les jeunes. Aujourd'hui, TikTok, c'est aussi un endroit pour se relaxer. TikTok, on y va pour se relaxer. Ça a été créé pour quoi? Pour qu'on puisse scroller sur le fil d'actualité, regarder des vidéos, qu'elles soient de tout type. Il n'y a pas que des vidéos problématiques sur TikTok. Je ne suis en aucun cas l'avocat de TikTok, je préfère le dire. Mais sur TikTok, on voit aussi des vidéos où on apprend quand même pas mal de choses. Moi, je pense que c'est plus une question d'algorithme pour les jeunes, plus les ramener vers un contenu, on va dire, éducatif. Après, l'âge,
si on interdit à ces jeunes-là TikTok, je sais qu'ils sont omniprésents. Après, je sais que l'ancien Premier ministre a fait une proposition de loi ou va faire une proposition de loi pour les interdire en moins de 15 ans. Après, voilà, je ne suis ni Premier ministre, ni député. Et un âge parfait, ouais, je dirais 15 ans, peut-être 15 ans et demi, et centrer un algorithme. Après, sur mon contenu à moi, pareil. Pareil, c'est, je dirais, de 15-16 ans à largement plus. Mais aujourd'hui, après, moi, c'est une vraie question que je me pose. Vous savez que je peux aller sur TikTok ou sur d'autres applications, créer un compte et mentir sur mon âge. J'en ai 29, je peux dire que j'en ai 69. Non, mais c'est une réalité, ça aussi. C'est une réalité. Et peut-être être plus précis quand tu rends l'inscription. Je ne sais pas comment, je n'ai pas la solution. Je ne vais pas vous dire qu'il faut donner des pièces d'identité à TikTok. Je ne sais pas comment faire, mais être plus prévoyant sur ça. Et la deuxième question, c'était moi, il faut savoir que, pour revenir encore une fois sur mes rémunérations, moi, elles proviennent des plateformes directement et non des placements de produits. Les placements de produits, ça doit représenter... excusez-moi, j'ai cru que vous voulez parler. Ça représente même pas, je sais pas, on me demande de sortir des chiffres, mais là, je dirais même pas 5 à 8%. Comme je vous ai dit, j'en fais énormément. Un placement de produit, c'est pas obligatoire, c'est pas obligé. On peut le faire gratuitement et j'en fais énormément gratuitement. Comme l'a dit votre confrère, on m'appelait le Robin des Bois modernes. Si demain vous venez me voir, vous me dites que vous avez une boulangerie, j'aime bien votre pain, j'y vais, je fais un placement de produit. Sur les maillots de foot, Dieu merci, on me sort cet exemple-là, c'est un problème qui a été réglé. Je fais des millions de vues. C'est une personne qui s'est lancée dans la vente de maillots, une société, etc. Et à vrai dire, il ne s'y attendait pas à un tel taux de commandes. Il y a énormément de livraisons reçues. Et et je sais que tout le monde a reçu un mail avec maintenant un suivi et tous les maillots vont être reçus. Et bien sûr, il y a des lois. Nous, les créateurs de contenu, on les applique. Le hashtag publicité à chacune, même qu'elle soit gratuite. Hein. Si demain, je partage, je ne sais pas moi, votre boulangerie, je vais quand même mettre le hashtag publicité pour bien montrer à ma communauté que je suis en train de faire un placement de produit. Ok, merci de préciser ça, parce que c'est vrai qu'avec Stéphane Vogetta, on est très attentif, puisqu'on est tous les deux les auteurs de la loi sur l'influence commerciale, en fait. Voilà, c'est nous qui avons fait la loi sur le... Voilà, donc je vous apprends ça, mais je vous apprends peut-être aussi, et je le précise quand même, que les jeux concours, les cartes bancaires, les placements financiers, tout ça est strictement interdit et régulé. Voilà, depuis au moins 2 ans. Voilà. D'accord. Donc, il faut, par ailleurs, dès qu'il y a tout ce qui est lié à l'argent, ça doit être agréé, enregistré par l'AMF. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Il faut des mentions obligatoires sur les jeux concours. Et on a pu voir sur certains de vos contenus, mais encore une fois, je le dis, on n'est pas là pour faire la loi. Je vous le dis juste pour la suite. La loi, elle dit, si on fait un jeu concours, il faut des mentions légales. Il faut un truc très précis. Sinon, c'est des jeux concours qui peuvent... voilà, Bon, on l'a respecté sur les jeux concours. Après, ensuite, avec le prestataire, il les respecte et il met les mentions légales. Bon. Mais ça, après, je vous dis la vérité, c'est pas moi, mais mon équipe voilà, qui s'en... Mais merci, je préfère le préciser parce que il y a des gens qui suivent cette audition. Il faut aussi dire qu'il y a un cadre et que nul n'est censé ignorer la loi et que n'importe qui peut être, avec des placements de produits problématiques, peut être derrière condamné à ça. Il y a des personnes qui l'ont été d'ailleurs. Mais vous savez, monsieur le député, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi, j'avais 110 000 followers, et je parle à vous, hein, si c'est vous qui êtes derrière ces lois, cette loi. Vous savez que, je vous le dis ouvertement, ça va peut-être, il y a des gens sur Internet, vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif, j'ai déjà partagé du trading, je le dis, je plaide coupable. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit, Nas, mais on t'a fait confiance, et on a tout perdu dans le trading, des plans financiers. Je vous le dis, dans cette commission d'enquête, personne ne m'en a posé la question, et je l'admets. Mais c'est là où j'aimerais revenir, c'est... J'avais 100 000 followers. C'était mes tout premiers mois en tant que créateur de contenu. J'avais démissionné. Je venais juste de démissionner en tant que gardien d'immeuble. Gardien d'immeuble, désolé. Et j'aimerais parler de ces pseudo-agences. Je ne sais pas si vous... Et il y en a tellement. Moi, j'arrête. Je me retire. Mais j'aimerais aussi tellement, mais tellement protéger aussi ces créateurs de contenu de ces agences qui viennent en costard, qui nous expliquent qu'ils connaissent très bien la loi, et qui viennent avec un beau discours, et qui, ces gens-là, m'ont fait à moi partager. Nul n'est censé ignorer la loi.
Mais quand vous avez 22 ans et d'un coup des centaines de milliers de followers et vous avez ces pseudo-experts qui viennent et qui se présentent à vous, vous savez, ces gens-là passent leur temps derrière un ordinateur ou derrière un téléphone à détecter tous les nouveaux talents. Oh là là, lui, il a 80 000 followers, je vais l'approcher, je vais lui faire des placements de produits. À la fin, ça retombe sur le créateur de contenu. Mais pourquoi on ne tape pas sur ces pseudo-agences? Moi, j'ai eu la chance, en deuxième partie de ma carrière, d'avoir une agence très clean, très propre. Mais je vous jure que j'aurais aimé qu'on me protège de ces gens-là au début. Pour le coup, avec la loi influenceur, on a aussi responsabilisé les agences et elles sont pénalement co-responsables des contenus qui peuvent être publiés, des contenus problématiques. Je vous en remercie. Et ça, c'est une co-responsabilité marque, agence, influenceur. Donc j'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et ceux qui font des placements de produits à bien prendre connaissance du cadre légal, parce que derrière, en fait, si vous fautez, ça peut être jusqu'à 300 000 € d'amende, 2 ans de prison ou un certain montant du chiffre d'affaires. Alors, j'avais encore une demande de parole de Monsieur Lioré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sarri, bonjour. Je suis René Lioré, député de la Côte d'Or. Et pour tout vous dire, un candide des réseaux sociaux, parce que Snapchat ou TikTok, je n'y vais pas. Je découvre aujourd'hui vos 3 700 000 followers sur TikTok et 9 millions sur Snapchat. Au-delà de, bien sûr, des gens qui vous suivent, vous avez une particularité, c'est que les gens désirent vous voir. Et ça, ce n'est pas le cas de tous les influenceurs. J'ai noté au début de notre entretien, vous avez cité un cas, bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'est quand même pas la majorité, de jeunes qui quittent la maison à 100 km et les parents qui vous téléphonent pour vous dire « gardez-le ». D'autres qui viennent dans votre quartier en vous disant « ici, je suis bien, je suis en sécurité ». Ma question, moi, c'est qu'est-ce que vous représentez pour ces gens-là, d'autant qu'il y a des majeurs, hein, vous avez parlé de gens de 25, 30 ans, 35 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Comment on devient de Nasser Sarri à Nasdaq? Voilà. Et comment vous vous positionnez, vous? Quelle est votre image? Quelle est l'image que vous donnez à ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, en gros? C'est difficile, ma question, mais voilà. Oui. Qu'est-ce que vous apportez qu'ils ne trouvent pas dans leur milieu scolaire, qu'ils ne trouveraient pas dans un club de sport, qu'ils ne trouvent pas dans le milieu familial, dans la famille, enfin, toutes ces structures qui sont là pour encadrer les jeunes, et qu'ils trouveraient chez vous? C'est ça que j'aimerais comprendre pour mieux cerner votre personnalité, en fait. Écoutez, je pense que c'est les personnes qui sont là-bas, eux qui ont regardé mon contenu, ils savent que j'ai filmé mon quartier, que je filme mon quartier. Et vous savez que mon quartier, c'est un petit cocon familial où tout le monde s'aime bien, tout le monde rigole. Et là où j'ai eu mes torts, c'est de montrer que le côté positif de mon quartier. Donc tout le monde croyait qu'en venant, en arrivant là-bas, ça allait être bien au top parce que tout naturellement, j'essaie de cacher le côté néfaste de mon quartier, parce qu'il y en a. Il y a des cons partout. Et ces personnes-là, quand elles viennent, je vous parle à cœur ouvert sur des témoignages, je leur dis, mais pourquoi vous venez me voir? Ils me disent, on veut passer 24 heures avec toi, on veut... Aujourd'hui, c'est malheureux, mais énormément de jeunes, je pense, rêveraient de devenir influenceurs que députés. C'est une réalité. C'est une réalité. Beaucoup de Français, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 1 Français sur 2 ne connaît même pas le député de sa ville. C'est une réalité. Aujourd'hui, être influenceur, vous savez, je ne parle pas de moi dans mon cas personnel, mais beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'influenceurs sont basés sur Dubaï et montrent ces gratte-ciel et montrent ce mode de vie luxueux. Et moi, comme vous avez dit, je suis accessible. Si on veut voir Nasdaq, on a juste à prendre un train et aller voir Nasdaq. Et quand ils viennent, je le dis clairement pour les jeunes même qui sont au foyer, je représente un symbole de renaissance pour eux, d'une meilleure vie et surtout d'un meilleur avenir. Et c'est là où c'est là où je le regrette. Je le regrette d'avoir fait en sorte, on va dire indirectement, que ces jeunes-là viennent et croient en moi au lieu de croire en leur étude, croire en leurs parents, en leur éducation. Mais c'était pas voulu en fait. Moi, je voulais juste montrer une bonne image de moi-même et de mon quartier.
À la fin, ça s'est transformé en fléau de jeunes qui venaient pour me demander clairement, Nasdaq, on veut avoir une meilleure vie. Et je vous le jure que par tous les moyens, et c'est énormément choquant, j'ai pu en aider. Jusqu'à en faire des burn-out, jusqu'à être hospitalisé. Mais j'en ai plus la force et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris cette décision il y a 3 mois de prendre du recul et d'arrêter les réseaux sociaux et de revenir avec une meilleure optique. En tout cas, je tenais à vous féliciter pour les lois que vous avez sorties, je n'étais pas au courant. Vous faites avancer le métier et merci à vous. Mieux vaut tard que jamais, on dira. Monsieur Delogu, je crois que vous aviez une question. Merci beaucoup, Monsieur Nasser Sari. Juste au-delà du fait que je pense que vous êtes extrêmement bien apprécié par la population en France, vous êtes quand même aussi beaucoup critiqué, beaucoup montré du doigt. Je sais, les gens, ils ne sont pas à votre place, donc c'est facile de juger quand ils ne sont pas à votre place, mais j'aurais quand même aimé vous entendre nous donner des exemples sur les mineurs qui sont venus près de chez vous, ce que vous avez fait de façon concrète pour les aider, c'est-à-dire, quand tout à l'heure vous avez expliqué que vous avez eu les parents au téléphone, etc. Donc j'aurais aimé savoir réellement que concrètement ce que vous faites pour ces jeunes. C'est quelque chose qui est valorisant, je pense, pour vous. Et ensuite, le maire qui est donc du Rassemblement national de votre quartier, j'aurais aimé savoir justement si par rapport à cela, c'est-à-dire au fait qu'il y ait des adolescents qui viennent dans votre quartier, s'il a mis par exemple des salles à disposition, des équipes pour pouvoir les recevoir et les renvoyer chez leurs parents, ou est-ce que de la part des services publics, il n'y a eu aucune main tendue? Voilà, ça c'était ma question, mes 2 questions. Merci beaucoup. Pour répondre concernant le maire Louis Alliot de la ville de Perpignan, à ma connaissance, non, il n'a rien mis en place. Et même au contraire, on est déjà passé à la télé quand j'ai essayé de mener des actions sociales pour distribuer des burgers. Même si je n'avais pas fait la demande d'autorisation, il venait une trentaine ou une quarantaine de policiers. Non, on est sur toutes nos actions sociales et sur tout ce fléau de jeunes qui vient. Je me retrouve vraiment seul. Vraiment seul. Heureusement que certains policiers viennent et me tendent la main pour m'aider, pour me dire écoute Nas, si tu as des jeunes mineurs, n'hésite pas à appeler ou à faire le signalement. Mais concernant la politique de la ville, non, je ne reçois aucune aide. Et sur tous les mineurs qui viennent, écoute, moi je vais pas mentir, je vais vous dire la vérité, c'est soit on prévient les autorités compétentes, ou soit c'est une minorité, hein, parce que c'est énormément de cas. Des fois, on a peut-être 80 jeunes qui viennent. Pas mineurs, des fois, c'est à 20 ans, on est encore jeune. Hein. Mais il y a des fois, je les prends, je vais leur acheter une tenue, des habits, je vais leur acheter une paire de chaussures, parce que beaucoup viennent avec des chaussures trouées. C'est une pauvreté incroyable. J'ai pu voir. Je leur achète des habits, je leur fais prendre une douche. Rien de grandiose, hein, mais j'essaie vraiment d'aider. Et aussi des personnes malades. Parce que ça, depuis tout à l'heure, on n'en parle pas, mais j'ai aidé énormément de mineurs qui viennent, par contre, eux, avec leurs parents, où on a pu financer des opérations directement ou indirectement. Mais bon, ça, apparemment, tout le monde a oublié de le dire. Juste, moi, j'ai le regret, j'aurais plus... Bon, je sais que là, on n'a plus le temps, mais j'aurais aimé qu'on parle plus de l'algorithme, TikTok, etc. Je m'étais préparé sur ça. Non, mais on peut prendre un peu de temps. Toutes les questions étaient basées sur Nasdaq. Et j'ai vraiment l'impression que les 45 minutes, ou même plus, n'ont servi à certaines personnes que pour attaquer Nasdaq. Je vais finir mes propos. Ouais, et puis après, on passera. Je vais vous poser j'ai des questions. Je sais que... Bon, je ne sais pas si... Il y a eu plus de monde quand c'était Nasdaq. Je ne sais pas si beaucoup sont venus parce que c'était le personnage Nasdaq, ou beaucoup sont venus pour faire avancer les choses. J'ai tous les reproches du monde. On peut tout me faire. Je vous regarde droit dans les yeux et vous avez raison. Vos questions, vous avez raison de les poser. C'est légitime, c'est vrai. Mais moi, je pensais vraiment qu'on allait aussi parler de l'algorithme, des algorithmes TikTok, etc. On va en parler. Mais ça fait plus de 45 minutes. Oui, mais sauf que vous êtes le dernier, donc vous avez le privilège, si vous avez encore quelques minutes, de pouvoir rester avec nous. Si vous voulez en parler, si vous le souhaitez. Voilà, donc vous souhaitez reposer une petite question, mais après, je poserai la mienne. Oui, une petite question et surtout une réaction, parce que, en fait, quand je vous écoute, et très sincèrement, il n'y a pas d'offense, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de ceci ou cela. Moi aussi, je viens d'un quartier extrêmement sensible, et en gros, on n'est pas là pour dribbler les uns et les autres. On est là surtout pour comprendre, pour accompagner, pour faire évoluer les choses.
Donc tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je parlais de poison et d'antidote. Bien évidemment que je ne doute pas du rôle social que vous pouvez avoir dans les quartiers, et notamment à Perpignan, c'est là d'où vous venez, et il y a beaucoup de choses que vous avez fait sur place, et j'en disconviens absolument pas, et mes collègues, c'est la même chose. Cela étant dit, il y a d'autres réalités que vous ne pouvez pas nier, d'accord, et qui impactent. Et c'est pour ça que j'ai posé la question de l'impact de votre viralité, parce que c'est la réalité, cette viralité-là. Donc il n'y a pas de Nasdaq, pas Nasdaq, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Ce n'est pas une question de Nasdaq, c'est une question simplement de viralité. On ne va pas poser la question, et vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, vous parliez de, à l'époque, quand j'avais 100 000 followers. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes taux, dans les mêmes quantités de personnes qui vous suivent. Et il y a des choses qui sont positives, certainement, hein, j'en doute pas. Moi, je n'ai pas Snap, donc je ne peux même pas vous dire. Moi, je me base uniquement sur les travaux qui me sont remontés. Mais encore une fois, ici, c'est une commission d'enquête, en fait. On n'est pas en jugement, on n'est pas en train de... On est simplement en train de poser des questions pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces réseaux sociaux, comment fonctionne également, puisqu'on a interrogé, fut un temps, l'ARCOM également, puisqu'elle est censée jouer ce rôle de régulation à travers la télévision, mais également les réseaux sociaux. Et puis, étant donné que vous êtes un acteur majeur sur le territoire de réseaux sociaux, on vous pose des questions, mais il n'y a pas de questions pièges ou quoi que ce soit, juste qu'on s'entende et voilà. Bah écoutez, juste un dernier petit conseil, si je peux me permettre, pour essayer de faire avancer les choses, installez Snapchat et commencez à y aller. Et je pense que si vous installez les applications et que vous-même vous y allez, peut-être que les choses avanceront. On auditionnera les représentants de Snapchat après une dizaine de jours. Cette audition se tiendra, on n'a pas encore la date, mais elle est en cours de calage. Je vais me permettre de revenir sur ces logiques d'algorithme et de viralité, parce que c'est un peu de ça qu'il est question. Est-ce que vous diriez que le mécanisme des plateformes, la manière dont ça rémunère et la manière dont aussi l'algorithme va pousser des contenus choquants, encourage finalement des vidéos où on peut voir de la violence, des insultes, de la misogynie? Est-ce que c'est ça qui rapporte le plus finalement? Qu'est-ce qui rapporte comme type de contenu? L'algorithme, c'est tout simplement un centre d'intérêt. Vous savez, le soir, quand je suis couché avec ma femme, on n'a pas les mêmes pour toi. Vous savez ce que c'est les pour toi, je suppose. Sur TikTok, ma femme a ses propres pour toi. Elle, c'est tout ce qui est bébé, tout ce qui est maternité. Et moi, c'est tout ce qui est foot et jeux téléphoniques. Vous voyez? Mais pour répondre en toute sincérité, je vais le dire, ce que vous appelez de misogyne, de violent, etc., nous, on appelle ça des dramas. Sur Internet, sur TikTok, c'est des dramas. Demain, je le reconnais, je le dis, je l'ai constaté, un drama fera largement plus de vues qu'une vidéo qui explique, je sais pas moi, qui explique comment fonctionne une commission d'enquête, par exemple, oui. ou la loi influenceur. Oui. Et donc ça rapporte plus d'argent de faire des dramas que de faire de la pédagogie. Mais totalement. Mais après, ça, tout dépend du centre d'intérêt de la personne. Moi, ma femme, elle ne tombe pas sur des dramas. Elle n'aime pas ça. Si les vidéos sont autant regardées, c'est que beaucoup de gens demandent à les regarder. Si demain TikTok les retire, vous verrez qu'ils chercheront dans d'autres plateformes des dramas. Beaucoup de gens, leur centre d'intérêt, c'est les dramas. Pour continuer, je vois que j'ai une demande de Madame Balage, mais sur l'interconnexion un peu entre les réseaux et la manière dont un drama sur une plateforme peut être repris sur une autre, copié, etc. Il y en a un qui a un peu fait le buzz dans vos réseaux, c'est quand vous demandez à deux jeunes filles laquelle est la plus belle, vous savez qu'il y en a une qui monte ses seins et qui... non, je vous vois réagir. Non, c'est vrai, on est d'accord. Voilà. Donc, du coup, quand vous faites ça et quand vous filmez ça, est-ce que vous vous dites ce contenu il va buzzer? Est-ce que, parce que c'est quand même, pour le coup, ça a buzzé et ça a fait des millions de vues pour des gens et ça a rapporté de l'argent quand même. Il y a de l'argent derrière tout ça. En tant que bon père de famille, je suis tentant de beaucoup de neveux et beaucoup de nièces. Et je n'ai pas envie que mes neveux et nièces, le lendemain, quand ils se réveillent, ils voient la poitrine d'une fille qui était à mes côtés. Ça, c'était sur une plateforme qui s'appelle Twitch. C'est une plateforme de live en direct. On est avec nos vidéastes. Personne, je le dis bien, personne, j'ai fait serment de ne pas mentir, s'y attendait. Et c'est pour ça qu'on a directement
coupé le live et on a remis un live 5 minutes après et on s'est excusé et on a supprimé toutes les rediffusions possibles dans l'instantané. Mais ça, c'était pas volontaire. Mais malheureusement, Voilà, ça produit quand même de la malheureusement, viralité. ce n'était pas voulu de ma part, loin de là. On peut dire que je mets en scène et tout, mais pas de là à m'accuser que la personne qui a montré c'est ça. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça, même si personne ne m'en a accusé. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, on était en TT sur Twitter. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires que vous souhaitiez ajouter sur le fonctionnement de l'algorithme? Non. Ok. Madame Bala, j'avais une dernière question et puis on mettra fin à cette audition. Oui, alors peut-être pour repréciser ce que vous appelez drama, ce sont des épisodes de harcèlement moral ou physique qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux. Quand on parle de personnes qui présentent plusieurs vulnérabilités, je ne parle pas de simplement vos contenus, mais quand on dit drama, c'est une manière de banaliser des actes de violence physique ou psychologique qui existent sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des dramas, ce sont la répétition de propos à l'encontre, notamment de personnes qui présentent des vulnérabilités, notamment des jeunes femmes. Mais je voudrais aussi, pourquoi est-ce qu'au moment où il y a des propos qui sont, par exemple, un enfant noir qui a été qualifié, je crois que c'était en avril, mi-avril, le 15 avril, de Banania sur votre plateforme, un enfant noir qui a été qualifié publiquement de Banania, ce qui est un propos raciste. Attendez. Attendez, monsieur. Monsieur. Vous écoutez les questions. Tout le monde garde son calme. Attendez. Alors déjà, je vous préviens quelque chose. Toutes les paroles prononcées par un parlementaire dans l'enceinte de l'Assemblée sont couvertes par l'immunité parlementaire et non susceptibles. Oui, bien sûr. Voilà, ça s'appelle l'immunité parlementaire. Donc non, mais Monsieur Sari. D'accord. Ici, c'est moi qui je le redis. Je vous demande d'attendre qu'elle ait fini sa question pour lui répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez qu'elle ait fini et vous répondez ensuite. Madame Balage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on a ce propos qui est raciste, qui est publié sur vos réseaux. Un autre moment, et là vous parliez tout à l'heure d'une scène le 2 avril sur la plateforme Twitch. Je le rappelle, votre plateforme Twitch qui est interconnectée avec TikTok, etc., notamment vos lives. Donc, vos lives étaient bien sur la plateforme TikTok. Est-ce que, à un moment donné, quand vous êtes dans cette banalisation des processus de harcèlement, notamment à l'encontre de jeunes filles, est-ce que vous souciez de la santé mentale des personnes qui interviennent, que ce soit dans la vraie vie ou dans des mises en scène, des personnes qui interviennent dans la production de vos contenus et également dans les personnes qui peuvent les voir? À travers ce contenu, de ce que vous appelez le drama, qui est en réalité la banalisation de la violence, vous êtes en train de contribuer à la banalisation de cette violence qui a en cours ensuite dans la vie réelle. Vous le faites en réel, mais c'est aussi dans des familles qu'elle peut se produire parce que vous leur donnez une forme d'imprimatur. Vous savez, un couple qui se sépare, c'est un drama. Pas besoin d'avoir un harcèlement. Demain, je ne suis plus avec ma femme, je l'annonce, c'est un drama. Pour moi, la définition d'un drama, désolé si ce n'est pas la bonne, mais si demain je me sépare de ma femme, c'est un drama. Maintenant, je vais... et laissez-moi juste après répondre. Est-ce que vous pouvez, parce que je sais que vous êtes couverts ici, on peut insinuer tout, accuser tout, et vous créez pose des questions, monsieur Sarri. D'accord. Non, l'accuser, c'était pas une question. Attention. Vous pouvez répéter ce que Fares, le vidéaste, a dit à ce jeune-là? Vous pouvez me le répéter? Il a insulté de Banania, il lui a dit « tu es un Banania ». Alors, moi, je n'ai pas parlé de ce monsieur dont vous prononcez le nom. Et j'ai évoqué un acte qui s'est déroulé le 15 avril. Je ne vous pose pas la question sur cet acte précisément. De la même manière, je vous demande de ne pas contourner la question qui terminait mon propos. C'était, avez-vous conscience que vous contribuez à la banalisation du harcèlement physique ou psychologique? Vous prenez soin de la santé mentale des personnes qui interviennent dans votre vie là. Ce sont mes deux questions et elles sont simples et je vous demande d'y répondre. Ok. En fait, avant vos questions, vous portez des accusations. Vous dites, j'ai le droit de répondre, j'ai le droit d'être libre vous pouvez être précis. Est-ce que j'ai le droit ou on doit me dicter ce que je dois dire? Non, mais alors moi je vais vous dire, parce que je viens de regarder la vidéo en question. Mais j'ai pas pu placer 4 mots. Non, mais vous allez pouvoir y répondre, mais je dis juste que dans la vidéo, la personne qui est à côté dit ramener un Banania. Voilà. Donc c'est hyper important de remettre les choses dans leur contexte, sinon c'est ça. Cette même personne-là
qui a subi un harcèlement que vous défendez aujourd'hui. Cette même personne-là. Donc si là, Monsieur le Président n'aurait pas remis les choses à leur place, il aurait peut-être mangé une deuxième vague Il y a d'harcèlement. quand et même de quelqu'un qui menacement. dit ramener un banania avec un Non, petit non, non, garçon mais vous noir. savez ce que c'est. Oui. Vous savez ce que c'est le banania? Alors dites-nous. Ah, vous savez pas? Dites-nous. Peut-être qu'on n'a pas bien Chocolat compris. chaud. En fait, cette personne-là, mais il faut regarder la vidéo. Vous l'avez vu la vidéo ou pas? En fait, cette personne-là, c'est un jeune qui s'appelle Amadou, qui est un créateur de contenu avec RFK. Il a 6 ans. Il est adorable. Hein. Et moi, je n'étais pas présent dans la pièce quand ça s'est passé. Comme vous, comme certains peut-être ici, j'ai regardé la rediffusion. D'accord? Je n'étais pas présent. Et quand j'ai regardé la rediffusion, il y avait du champomis, je crois, posé sur la table. Et le petit Amadou voulait en boire. Voulait en boire. Vous voyez, Et lui, il a dit non, c'est comme de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool. Il a dit ramenez-lui du bagnagna en parlant du chocolat, qui est aujourd'hui accessible partout à Leclerc. Et il a fait ensuite une vidéo où il s'est excusé, où il a dit qu'il ne connaissait pas le passé, tout comme moi. Je ne suis pas né avec. Mais je réagis à ce que vous me dites. Non, mais donc là, on a répondu sur le premier point. On a mis les choses au clair. Madame Monsieur le Balage. Président, excusez-moi de vous couper. Elle porte des accusations. Non, mais J'y en fait- réponds, elle me dit je vais Oui, mettre des non, fils. Non, attendez. Mais moi, qui On me va lui protège? redonner Moi, j'ai la- pas d'immunité, moi. Excusez-moi, Monsieur Sarri. On va lui. Vous avez répondu sur le point que vous estimiez devoir préciser sur la question du contenu Très des important, propos. sinon il allait subir un autre Mais, harcèlement. Madame, Je je vous crois le que la dis. question de Madame Balage était plus large que ça, Madame Balage. Je vais la répéter pour la 3e fois. Est-ce que vous avez conscience que votre contenu participe à la banalisation de processus de harcèlement physique ou psychologique? Première partie de la question. Deuxième partie de la question. Comment vous assurez-vous de la bonne santé mentale des participants de votre création de contenu à la villa, que ce soit la réalité ou des mises en scène, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure? Écoutez, mon contenu, pour moi, en aucun cas, il incite à l'harcèlement de qui que ce soit. Moi-même, le premier, j'ai subi un harcèlement via mes propres vidéos. Et je peux vous dire que je n'ai pas incité les gens à m'harceler moi-même pour une création de contenu. Donc, je n'incite personne à la harceler, personne. Qu'on soit très clair là-dessus. Et la santé psychologique des personnes majeures qui sont chez moi, tout comme moi, il y a quelque chose qui s'appelle l'amitié. Le soir, qui ça? Qui ça? Mais de quand ça vous parlez-vous? Mais parce que, attends, mais il faut être précis. Mais parce que Leïna, elle est partie il y a déjà 4 mois. Si on parle à l'heure actuelle, nous, on n'avait que, je crois, Leïna et une autre personne, mais après, c'est des petits du quartier. D'accord. Vous devez connaître. Alors, oui. Leïna, elle est partie il y a déjà des mois où elle n'est plus avec nous, et même quand elle était là, elle ne vivait plus sous mon toit, tout simplement. Et il y a quelque chose qui s'appelle l'amitié. Quand moi, je vais santé, parce que moi aussi, j'ai une santé mentale, vous savez, je suis humain, je ne suis pas un robot. Je suis peut-être influenceur, mais j'ai moi aussi une santé mentale. Moi aussi, j'ai des burn-out, et moi aussi, peut-être, j'ai des idées noires. Et vous savez, mes amis se soucient de moi parce que ce n'est pas que des personnages, comme vous dites. On est aussi amis. Et le soir, on essaye tous de se remonter le moral. Donc, est-ce que je contribue à la santé mentale de mes amis qui travaillent avec moi? Oui. Cette jeune fille qui a montré ses seins à la suite de la vidéo sur le live Twitch, ok, ça a fait des millions de vues. Comment est-ce que vous la protégez? Tout simplement, quand Asia, plus précisément, a fait ça, déjà, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et Asia n'est pas mineure. Vous le savez qu'elle n'est pas mineure. Oui, et c'est une femme libre, Asia. Si elle a envie de montrer ses seins, quel homme va lui dire de ne pas le faire? Désolé. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et ensuite, Asia, pour éloigner l'harcèlement futur qu'elle allait subir, je lui ai conseillé fortement, parce que je lui ai acheté une tablette, de ne plus aller sur TikTok, de ne plus regarder les vidéos, de ne plus regarder les commentaires des gens qui vont l'insulter. Je le jure que toutes les personnes qui sont à côté de moi, je passe mon temps à les rassurer. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre réseau. Vous savez que ceux qui m'entourent ont aussi leur compte TikTok à des millions de followers. Et des fois, ils subissent un harcèlement dû à leurs propres vidéos qu'eux-mêmes postent sans Alsace. Et on se protège mutuellement, on se rassure et on se dit que c'est rien.
Mais je vous jure que on n'incite pas au harcèlement. Je ne dis pas aux gens allez harceler une telle ou un tel. Au contraire, toutes les personnes qui ont même pu cracher sur mon dos sur les réseaux, si vous me connaissez de loin ou de près, je ne leur ai jamais répondu. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis conscient des millions de personnes qui m'apprécient. Oui. Alors, ce soir, il y a, si j'ai bien compris, pas mal de personnes qui suivent d'ailleurs cette audition en direct sur des canaux comme Twitch, hein. Donc, ce qui montre aussi que l'Assemblée, qui a un intérêt pour cette audition. Donc, moi, pour finir, je ne sais pas s'il y a encore des collègues qui ont des questions, mais une question à deux niveaux. Et ça sera la dernière. C'est la dernière. Mais, bien sûr, c'est la dernière question. Vous avez une responsabilité particulière et vous le reconnaissez parce que vous êtes suivi par des millions de personnes, y compris sur TikTok, même si ce n'est pas la plateforme sur laquelle vous tirez le plus de revenus. Est-ce que, d'une part, vous avez un message à passer à ces personnes-là? Et deuxièmement, est-ce que vous reconnaissez que par le système que vous avez contribué à créer, avec des jeunes qui vivent chez vous, etc., avec la diffusion en direct de tout ça, etc., vous n'avez pas quand même contribué à créer aussi du mal-être chez certains, ou en tout cas à l'amplifier, ou à diffuser des contenus qui peuvent choquer certaines personnes. Voilà. Excusez-moi, je me souviens toujours de la dernière question et pas de la première. Alors, la dernière question, c'était est-ce que vous reconnaissez que vous avez du contenu qui a pu choquer par le système que vous avez contribué à créer? Elle est assez simple. Et la deuxième question, et vous pourrez finir par la première, est-ce que, pour finir cette audition, en guise de conclusion, vous avez un message à passer aux jeunes, voilà, à passer aux personnes qui nous regardent? Ok. Non, moi, écoutez, toute personne qui vient chez moi, je ne leur ai jamais demandé de faire des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres pour venir chez moi. Quand ils viennent avec une idée précise, c'est de devenir créateur ou créatrice de contenu. Quand je filme des personnes, écoutez, si on est suivi aussi par autant de millions de personnes, beaucoup disent qu'on est attachant. Parce que depuis tout à l'heure, on parle que du côté, pour moi, à mes yeux, minime et néfaste, mais on ne parle pas aussi de l'amour qu'on rejette. Ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, moi j'ai arrêté, elles sont presque toutes retournées chez elles. Elles me le disent, elles retournent tous avec des bons souvenirs. Et aujourd'hui, elles continuent même sans moi l'activité d'influenceur. Donc, je ne pense pas y contribuer. D'accord? Sinon, dans ce cas-là, je ne peux plus filmer qui que ce soit, ou même moi. Et si j'ai un conseil à donner à toute personne qui veut se lancer sur les réseaux, vous ne lancez pas sur les réseaux. Merci. La séance est suspendue. Prochaine séance, jeudi prochain, 9h, avec l'audition des salariés et responsables de TikTok France.